Merci de nous rejoindre dans ce dernier rendez-vous de l'actualité. On démarre tout de suite avec les titres. 27e congrès de l'Union postale universelle, la Poste invitée à évoluer dans la digitalisation. Cette journée a été marquée par le bilan dressé par le directeur général sortant de l'UPU et la présentation de la candidature du Camerounais Younous Djibril. Sécurité routière, avant la phase de répression, les agents du ministère des Transports sensibilisent. Ils se sont rendus sur les autoroutes du Nord et de Grand Bassam pour rappeler aux usagers le respect de certaines règles de conduite afin d'éviter les accidents de la circulation. Et puis les États-Unis ont approuvé totalement ce lundi le vaccin Pfizer-BioNTech pour les personnes de plus de 16 ans. Depuis décembre, il bénéficiait seulement d'une autorisation d'urgence. Le Pentagone a annoncé dans la foulée la vaccination obligatoire pour tous les membres des forces armées américaines. Bienvenue. Ils sont unanimes. La Poste doit faire son entrée dans le digital. Les experts du domaine réunis à Abidjan en sont venus à cette conclusion. Pour ce faire, des stratégies ont été dégagées. Les dirigeants des pays membres sont invités à s'investir plus pour une Poste moderne et capable de proposer des services de qualité. Cheikh Koné. Après 9 ans passés à la tête de la direction générale de l'Union postale universelle, l'ambassadeur Bichar Hussein cède son fauteuil à une nouvelle équipe dirigeante, non sans dresser le bilan. Avoir ce congrès ici en Côte d'Ivoire dans un contexte de la pandémie et refaire certains amendements, c'est déjà un résultat concret en lui-même. Nous avons refait des réformes structurelles de l'Union. J'ai réduit le temps des sessions qui était dédié aux réformes institutionnelles. Nous avons, comme je le disais tantôt, créé l'équilibre du genre et puis nous avons aussi créé une balance au niveau du nombre des membres du Conseil. Bichar possède une grande expérience de l'UPU et des questions postales. Son passage à la tête de l'organisation a permis à 90 pays d'améliorer leur performance en matière de qualité du service postal. Des acquis que le directeur général sortant invite ses successeurs à capitaliser. Je pense que la Poste a un futur très reluisant. Tous comprennent les défis très bien. Le 27e congrès de l'UPU entame à partir de ce lundi sa dernière ligne droite avec comme point culminant le début du cycle des élections du nouveau directeur général et du vice-directeur général ce mercredi 25 août. Pour le poste de vice-directeur général, 4 candidats sont aux prises, dont un seul Africain, le Camerounais Younous Djibril. Alors, M. Younous Djibril, que plusieurs d'entre nous connaissons plutôt très bien, possède de nombreux atouts à mettre au service de l'UPU. Son aptitude à développer et entretenir un réseau de relations sociales et humaines utiles et fructueuses, des compétences professionnelles ainsi qu'une expertise avérée dans le domaine postal. Les élections du directeur général et du vice-directeur général du Bureau international ont lieu au scrutin secret successivement à une ou plusieurs séance se tenant le même jour, est élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés par les pays membres présents et votants. Et pour ce 27e congrès, ce sont 192 pays qui ont été représentés. Les délégations à Abidjan n'ont pas voulu terminer dans les salons feutrés. Elles ont effectué une sortie découverte samedi dernier à l'île Boulay sur la baie des Milliardaires. Marie-Ange Afoué, Isaïo. Danse, jeux, baignade et gastronomie. Telles sont les activités au menu de l'excursion des congressistes du 27e sommet de l'Union postale universelle, UPU, à l'île Boulay. Après 2 semaines de travaux intenses, l'heure est à la découverte. C'est un congrès qui dure 3 semaines. Donc la Côte d'Ivoire, en tant que pays hôte, a voulu offrir à ses congressistes, ses invités, tout ce qu'elle a de meilleur, tout ce qu'elle a de beau. Et nous avons donc organisé plusieurs excursions dans la capitale Yamoussoukro et également sur le bord, on va dire, de lagunes. Donc c'est une expérience exceptionnelle pour des personnes qui découvrent pour la première fois l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Je ne savais pas qu'on pouvait trouver un endroit aussi beau en Afrique. Magnifique, vraiment extraordinaire. J'entends parler beaucoup de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour la production du cacao, du café. Mais en n'entendant pas parler
autant que ça pour le tourisme. Donc je pense que ce pays a le potentiel pour devenir l'une des plus grandes destinations touristiques du monde. Les congressistes n'ont pas boudé leur plaisir, visiblement heureux de découvrir les opportunités touristiques de la Côte d'Ivoire. Ce lieu est très merveilleux, c'est très beau. C'est au milieu de la nature. C'est fantastique parce que tu te sens comme au milieu de la forêt, de la nature. Et je suis très contente parce que chaque week-end, nous avons le privilège de découvrir d'autres lieux, d'aller en excursion. Je pense que plusieurs personnes vont quitter ce pays avec de bonnes idées. Après cet intermède, les travaux du 27e sommet de l'UPU reprennent de plus belle ce lundi, avec pour activité phare la conférence de presse du directeur général de l'Union postale universelle. Autre volet de l'actualité, la route a ses codes et il faut les respecter. Avant de passer à la phase répressive, place à la sensibilisation. Le ministère des Transports met tout en œuvre pour rappeler aux automobilistes les règles qui concernent la circulation sur les routes et les chaussées. Konaté Moussa. Ce conducteur de minicar est soumis à l'alcotest. Testé négatif, il est autorisé à reprendre le volant de son véhicule. La voie Port-Boué-Grand Bassam est investie ce jour par la police spéciale de la sécurité routière. Nous avons mis déjà des dispositifs en place, que ce soit au niveau de Port-Boué, au niveau de Koumassi et au niveau de Bassam, pour lutter contre l'incivisme sur nos voies. Test d'alcoolémie, échange avec les chauffeurs, distribution de dépliants. Les gestes sont les mêmes sur l'autoroute du Nord. Au kilomètre 17, un nouveau dispositif de contrôle de vitesse est installé. Bon, déjà, on sait qu'il y a un radar sur la route, donc on limite à 60, doucement, jusqu'à la destination. Donc ça fait que tous les cars, les mini-cars, tout le monde va doucement. Le conducteur qui est en infraction sera notifié, mais si l'infraction est trop grave, soit il commet un accident, je ne sais pas, un peu au-delà de notre position, il y a la possibilité de l'intercepter au niveau du péage de Saint-Grogo. Cette action s'inscrit dans la phase de sensibilisation sur l'incivisme routier. Nous avons sensibilisé les uns et les autres sur la nécessité donc d'avoir une bonne immatriculation, de bons pneus, de bons freins. Nous avons insisté également sur la nécessité de faire les mutations pour les personnes donc, qui n'ont pas encore fait leur mutation en leur nom. Après cette étape, bientôt la répression. Vous commettez une infraction au code de la route, les caméras, notamment à Abidjan et sur les voies accidentogènes, vous flashent. Et systématiquement, vous allez recevoir un message pour dire que vous avez commis tel jour, à tel endroit, une infraction. À partir de là, on vous invite donc à aller payer l'amende qui va avec. Pour nous, il ne s'agit pas forcément de réprimer. Ce n'est pas le but. L'objectif recherché, c'est plus les routes sûres. Avoir de bons comportements sur la route. La phase de répression est prévue démarrer le 7 septembre prochain, mais déjà des interpellations. Ce lundi, ce chauffeur auteur d'un accident de la circulation à Yopougon a été mis aux arrêts. Testé positif à l'éthylotest, il va subir la rigueur de la loi. Les jeunes en milieu rural ont une chance d'insertion grâce au mécanisme de l'État. Le ministre en charge de la jeunesse le rappelle à Sarala. Mamadou Touré a échangé avec les jeunes de cette commune située dans la région du Béret. Charles Tatou nous en parle. Sarala, commune de plus de 20 000 habitants dans la région du Béret. La jeunesse représente plus de la moitié de cette population. Elle est également au cœur de l'action gouvernementale pour son insertion professionnelle. L'opération Agir pour les jeunes, deuxième version, qui a permis à 48 jeunes de Sarala de bénéficier de 23 731 363 le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, qui a permis de traiter 120 personnes ici à Sarala pour un montant de 24 700 000 francs CFA. Des actions concrètes en faveur de ces jeunes du monde rural. Action dans laquelle la municipalité joue un rôle majeur. Il a promis, en raison des liens qu'il noue avec nous, améliorer la situation
de l'enveloppe budgétaire allouée à Sarala. Vraiment, nous disons merci pour ça. Ils ont lancé encore le AJ2. Je suis partie déposer mes dossiers et j'ai bénéficié de la somme de 500 000 francs pour continuer mes activités. Dieu merci, j'ai pu rembourser les 500 000 francs. Au niveau de la jeunesse, c'est vrai que les fonds sont disponibles, mais il faut que la jeunesse va vers les guichets emploi de jeunes pour avoir plus d'informations et plus de financement. Une rencontre du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, avec les jeunes de Sarala, donc pour éclairer davantage leur lanterne. Mamadou Touré invite surtout les bénéficiaires à relayer les bonnes informations afin que d'autres jeunes puissent s'insérer dans le tissu socio-économique. Nous avons énormément de jeunes qui sont encore en attente, donc de perspectives. Et ça, c'est de nature à faire en sorte qu'on démultiplie toutes les initiatives pour aider ces jeunes. La politique gouvernementale en faveur de la jeunesse est désormais une réalité chez les jeunes de Sarala après la visite du ministre Mamadou Touré dans leur localité. Des ex-combattants devenus des ambassadeurs de la paix, réunis au sein d'une organisation, ceux qui avaient pris les armes hier sensibilisent au bien fondé du vivre ensemble. Une vision soutenue par le ministre Adama Diawara qui s'est rendu à leur activité à Yopougon. Théodore Zouzou, Franck Akwadio. Yopougon-Niagon, terrain de la paroisse Saint-Pierre, deux ex-combattants, Maoglo Fei et Enza Karamoko, dit commandant Fognon, militairement actif lors de la crise post-électorale de 2010, marchant main dans la main. Et cela sous les regards de populations venues des quartiers alentours, Yamsokro, Benta, Fete et Saint-Pierre. Nous sommes à la célébration du vivre ensemble harmonieux, une initiative des ambassadeurs de la paix qui sont des démobilisés des deux camps ennemis d'hier. Objectif, sceller définitivement la paix en Côte d'Ivoire. Hier, ceux qui étaient des belgérants, ceux qui étaient des dieux de la violence, des maîtres seigneurs, unis, pour dire désormais nous tournons dos à la violence, aux armes, aux manipulations. Ces ambassadeurs, forts de leurs expériences d'ex-combattants, s'engagent à livrer désormais bataille pour la promotion de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Enza Karamoko et Maoglo Fei s'inscrivent dans la dynamique. Je suis content d'être au milieu de mes amis qui étaient hier mes ennemis. On se donne la main aujourd'hui. Fognon, mon frère, le commandant invisible, on se voit aujourd'hui, on est là. L'Ivoirien doit savoir qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent donner des instructions aux jeunes si ce n'est pas nous. Donc, c'est la fierté, la satisfaction de tous pour la Côte d'Ivoire unie. Rester dans la prospérité absolue. Est-ce que nous voulons? Le ministre Adama Diawara, parrain, s'est engagé à les soutenir. Cet acte est encouragé à plus d'un titre. Et vous avez vu Mao Glofei et Boer, commando invisible, main dans la main, en train de fraterniser. C'est ce genre d'image que nous voulons voir. La politique ne doit pas nous diviser. La politique doit être plutôt un facteur de réconciliation, de paix et surtout de développement. Les ambassadeurs de la paix, certains vivant dans des conditions précaires, souhaitent une oreille attentive des autorités quant à leurs préoccupations. Comme tous les jours, depuis le premier cas confirmé en Côte d'Ivoire, je vous livre à présent les chiffres de la pandémie à coronavirus. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 23 août 2021 85 nouveaux cas de Covid-19 sur 3689 échantillons prélevés, soit 2,3% de cas positifs, 192 guéris et malheureusement 2 nouveaux décès. À la date du 23 août 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 53 730 cas confirmés, dont 52 597 personnes guéries, 397 décès et 736 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 868 523.
Toujours sur le coronavirus, l'agence américaine des médicaments vient de donner son feu vert complet au vaccin anti-Covid-19 du groupe pharmaceutique Pfizer et du laboratoire allemand BioNTech. Le vaccin anti-Covid-19 du géant américain pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Cette approbation va permettre à de nombreux organismes américains, publics comme privés, d'imposer plus facilement la vaccination contre le Covid-19 car disposant d'une décision fédérale finale. La culture Bétibé célébrée pendant 4 jours. L'Alaba Festival a tenu toutes ses promesses. Des milliers de festivaliers venus se replonger dans les valeurs ancestrales de ce peuple. Le président du conseil régional du Sud-Comoé, Eugène Akaoulé, a marqué son attachement à la culture Bétibé. Serge Coléa. Etioboué, siège du royaume Bétibé, sur les rives de la Bia, dans le sud Comoé. Le peuple est en fête. L'abada, le tambour, vieux de 200 ans, est sorti de la case sacrée pour une procession. Au premier rang, les vierges, symbole de pureté. Ensuite, les matrones, représentant les 5 grandes familles du peuple Bétibé. Les guerriers qui ont pour mission de protéger le tambour et le roi ferment la marche. Nous sommes à la 7e édition du festival Abada. Une célébration tournée vers la promotion du patrimoine culturel du peuple Bétibé. À travers ce festival, nous souhaitons montrer au monde entier la culture Bétibé, le peuple Bétibé, qui est un grand peuple. Voici l'entrée majestueuse d'Abakwa Bangbangi II, roi des Bétibé. C'est l'un des rares moments de communion entre le souverain et son peuple. L'Abada se danse avec force et vigueur. Les guerriers démontrent leur puissance et leur dextérité sur les champs de bataille. Ce que j'aime à l'intérieur d'Abada Festival, c'est le fait que les fils et filles du village se retrouvent. Ça a été une découverte pour moi. J'ai vu des choses mystiques, des choses vraiment incroyables. Invité spécial de ces réjouissances, le député maire d'Adiaké, Yacouba Iensié, et le président du conseil régional du Sud-Comoé, Eugène Akaouélé. Tous sont venus témoigner leur attachement aux valeurs ancestrales Bétibé. On voit que le Sud-Comoé est en plein bouillonnement culturel. Ce n'est pas du mimétisme. Il y a là vraiment une véritable identité du peuple Bétibé. Et ceci est normal. C'est tout de même l'un des peuples les plus anciens de Côte d'Ivoire qui ont vécu ici. Et Dieu merci qui continuent de vivre encore ici. Autre moment d'attraction, la parade de la pirogue sacrée. Une quarantaine de guerriers montre la parfaite symbiose entre le peuple, l'eau et l'adoration du caïman, emblème des Bétibé. La célébration de l'Abada marque la fin d'une année et le début d'une autre. D'un festival à un autre, c'est le Djaka Festival qui a fait bouger la ville de Divo. 5 jours de festivités marqués notamment par des danses traditionnelles et la gastronomie. C'est ce que nous dit Franck Quadio. Le guerrier dans l'arène. Les Achans du village d'Anono, à nouveau invités spéciaux du Djaka Festival. À Divo, dans le Lodjibois, le festival porte les valeurs des cultures des peuples d'Ida, Godier et Ali. Nous sommes à la 11e édition. Pratiques culturelles et culturelles, gastronomie et l'attraction, le Nigbelilokui, le raffia tissé, l'artisanat local mis en valeur, de quoi donner des idées. Au-delà de ce que nous voyons à l'extérieur, nous partons à l'extérieur pour voir ce qu'ils ont d'important. Pourquoi aussi ne pas faire ressortir cela et l'exporter afin que nous puissions nous vendre aussi à l'extérieur. Le thème cette année, le travail, une façon de célébrer le mérite et les valeurs de l'effort, une édition à tout point de vue positif selon le commissaire général. Nous allons récompenser ceux-là qui ont tracé les sillons du développement de notre région et enfin les élèves qui prennent la relève. Mais nous appelons
toute la jeunesse à se mettre au travail, toute la population à se mettre au travail si on veut que Djaka continue, Djaka perdure et que la région continue son développement. Le Djaka Festival, c'est aussi un aspect spectacle grand public et la nuit tombée. La scène fait place au rythme contemporain. Une 11e édition, tout aussi didactique. Notons que la star ivoirienne, leader du groupe Magic System à Salfo, a participé aux festivités en animant un panel sur les dangers de l'immigration clandestine. Les Gois font également la promotion de leur culture. C'est à travers le Festigois qui se déroule dans le village de Dabré, dans le département d'Alépé. Pendant 7 jours, les artistes, les danses et les mets typiques de la région de Lamé seront à l'honneur. À Sotouré. Le Festigois en marche pour la valorisation de la culture du peuple goa, peuple du département d'Alépé. Ce festival, qui est à sa première édition, entend réunir les fils et filles du village de Dabré autour des valeurs de paix, de cohésion, mais surtout de promotion du patrimoine artistique, traditionnel, ludique, thérapeutique et historique. Nous venons de l'Égypte. Nous en voulons pour preuve le système vestimentaire, les us et coutumes adoptés, ainsi que les différents noms que nous portons aujourd'hui. Cathy Loba, première artiste moderne goa, salue cette initiative. Je suis heureuse parce qu'il faut connaître sa culture. L'art et la culture, facteurs de développement économique et social, un thème évocateur qui cadre bien avec la vision du parrain Fosséni Dambélé, directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne. La matière, c'est l'histoire du peuple. Ce sont les costumes qui sont particuliers, ce sont les mets qui sont particuliers, ce sont les jeux de société qui sont particuliers et ce sont les danses qui sont particulières. Mes remerciements à titre personnel, les remerciements du comité d'organisation, mais les remerciements de tout le peuple bois, parce que le DG de la RTI n'a pas hésité un seul instant à apporter son soutien à ce festival. Nous ne sommes pas surpris, parce que M. le directeur général est un homme de culture. Cet objectif visé par les initiateurs est en parfaite harmonie avec la vision du directeur général de la RTI qui, dès sa prise de fonction en 2019, a inscrit au chapitre de ses priorités la production d'émissions télé et de documentaires pour la promotion des valeurs culturelles, coutumières, valeurs traditionnelles en général dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La première édition du Festigois prendra fin le dimanche 29 août prochain. Exposition et panel au cœur des journées culturelles de l'Association des artisans et bijoutiers de Côte d'Ivoire. Ils ont choisi la commune de Marcory pour promouvoir leur activité. Djeneba Bini, Isayo. Exposition et panel au cœur des journées culturelles organisées par l'Association des fiers artisans et bijoutiers de Côte d'Ivoire, AFAPSI. 3 pays de la sous-région, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Ghana, ont répondu présents à cette exposition qui vise à promouvoir l'artisanat et la créativité des artisans africains. Les habits, c'est fait par nous-mêmes. Cela, c'est le produit qui est fait en coton. Chez nous, tissé à la main. Cette exposition est l'occasion pour les membres de l'AFAPSI de rendre hommage aux 30 ans de carrière du fondateur Kambou Moustapha, bijoutier. Ce dernier a profité de cette célébration pour faire un bilan de ses activités. Le bilan va être assez positif, avec beaucoup de difficultés. Je vais dire qu'elle a été générationnelle. On est arrivé dans l'artisanat à un moment donné où il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui maîtrisaient vraiment la déontologie de la chose. Après que le code de l'artisanat a été promulgué par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, nous nous sommes mains et pieds impliqués dans l'organisation de la chose. Selon Kambou Moustapha, le secteur de l'artisanat est un milieu prometteur qui regroupe 8 branches d'activité, 245 métiers et 5 millions de personnes qui dépendent de ce secteur en Afrique.
Parlons politique à présent. Les militants du RHDP du département de Saint-Fra ont réaffirmé leur engagement au parti présidentiel. C'était à l'occasion d'un meeting de remobilisation animé par la ministre Arlette Badou. Une occasion pour lancer également un appel à la cohésion sociale. Michel Digri. Comité de base, structure spécialisée de jeunes et de femmes, les délégations départementales du RHDP de Saint-Fra entendent consolider la présence de leur parti dans la localité. Le département de Saint-Fra compte 4 délégations départementales pour un total de 107 délégués de secteur et de 624 comités de base à ce jour. Cette cartographie démontre clairement, Madame le ministre, l'implantation de notre parti, le RHDP, sur l'ensemble du département de Saint-Fra. La ministre Arlette Badou invite les militants à rester toujours mobilisés, mais surtout à maintenir les acquis de la cohésion sociale dans le département. La grande région de la Maraoué, et principalement le département de Saint-Fra, est une illustration de cette cohésion sociale et de cette politique de vivre ensemble. Nous avons de fortes communautés malinquées, de fortes communautés baoulées, et nous avons la communauté gouro qui cohabitent ici harmonieusement pour faire avancer le département. Et c'est grâce à vos efforts de paix, de vivre ensemble, et votre engagement auprès du président de la République aujourd'hui, Saint-Fra a changé de visage. Pour matérialiser leur hospitalité légendaire, les populations ont fait de la ministre Arlette Badou fille de la région de la Maraoué. Les uns réaffirment leur attachement au parti présidentiel, les autres remercient le président de la République pour ses actions de développement. C'est ce que nous allons voir à Kani, dans la région du Ourodougou, avec Kader Sogodougou. Place de la gare routière de Kani. La mobilisation des filles et fils de ce terroir Ourodougouka est totale. Ils ont un seul objectif, marquer leur reconnaissance à Alassane Ouattara. Kani, sous l'impulsion du chef de l'État, a fière allure. Bitume dans la ville, bitumage de l'axe Kani-Bundiali. Taux d'électrification de 92% aujourd'hui contre moins de 30% en 2011. Santé, éducation, adduction en eau potable, les lignes bougent. La promotion des cadres également. Un des leurs, président du conseil régional, acteur majeur de développement, Boaké Fofana a même été appelé au gouvernement. Tous les chefs sont présents. Tous les présidents des jeunes, les présidents des femmes, toutes les associations, tous les délégués des secteurs, tous les présidents de comités de base sont présents pour dire merci à Kani, merci à Boaké, merci au chef de l'État. Chez nous, être reconnaissant, c'est une recommandation divine. Donc, cette manifestation de reconnaissance au président de la République est une manifestation de foi. Kani et l'ensemble du Ourodougou doivent beaucoup à Alassane Ouattara. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Je puis vous assurer, devant mes parents, ici réunis, que je ne ménagerai aucun effort pour mériter cette confiance. Et je reste convaincu que les bénédictions de ces guides religieux et chefs traditionnels vont accompagner mes collaborateurs et moi-même. Cette journée d'hommage au président de la République était placée sous le parrainage du Premier ministre Patrick Haché. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, qui le représentait, invite les Ivoiriens à inspirer à une Côte d'Ivoire qui va de l'avant sous l'impulsion du chef de l'État. Nous avons toutes les raisons de soutenir son Excellence Alassane Ouattara. Quand nous savons tous les actes hautement significatifs de développement qui ne cessent de poser. Le président de la République pose des actes en matière politique, sociale et économique, de sorte que nous qui sommes ses disciples, nous soyons éloquents. De nombreuses danses du terroir ont apporté leur contribution pour l'aspect festif.
Dans le reste de l'actualité aux États-Unis, des inondations catastrophiques après des pluies records dans le Tennessee. Un État du sud du pays ont fait au moins 21 morts et au moins 20 disparus, dont des enfants. C'est ce qu'ont indiqué des responsables locaux, précisant que ce bilan n'était encore que provisoire. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Très belle nuit sous la protection du Très-Haut.